écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je ne remercie pas les élus, et cette fois-ci, pour de bon, j'avais l'habitude Sauf la CAB. Sauf la CAB, qui met à notre disposition l'auditorium gracieusement, et on l'en remercie 1000 fois. Mais non, c'est notre sans doute dernière soirée. Philippe dit mise en sommeil. Moi, je dis der des der parce qu'on n'a pas eu de subvention et que ça n'intéresse pas grand monde ce qu'on fait. Donc, on s'arrête et on va faire autre chose. Peut-être. On verra bien parce qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça. Voilà, bonne soirée et bienvenue à Divergence. Moi, je peux plus chanter, moi. Moi, je vais être très rapide. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement Elona et Pierre qui ont accepté de participer à cette soirée. Alors, en fait, la soirée aurait dû se dérouler l'année dernière dans le cycle Sommes-nous démocrates. On voulait terminer par justement cette expérience des grands voisins pour savoir comment on pouvait inventer une sorte de fabrique du commun. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est un bien grand mot. Puis pour plein de raisons, le réalisateur du documentaire qu'on va diffuser ce soir pouvait venir et puis finalement, c'est bon, il y a eu des problèmes de disponibilité de date, donc on n'a pas pu faire ça dans le cycle précédent. Et finalement, dans le nouveau cycle, quel temps fait-il après une réflexion sur le temps compté avec Sophie Vaniche et le temps composer les mondes avec Philippe Descola, mais vous achevez Divergence, si j'ose dire. Le numéro 3 s'appelait Le temps rêvé, et on aurait pensé, dans Le temps rêvé, faire une rencontre avec 2 anthropologues, et qui, bon bref, on s'arrête parce qu'on n'a plus de sous, soyons clairs. Heureusement, ça ne nous coûte pas trop cher aujourd'hui, on vide la caisse, et puis voilà, c'est terminé. Et il nous a semblé intéressant qu'en fait, un temps rêvé, ça colle bien avec l'expérience des grands voisins, cette expérience d'urbanisme transitoire. Elona, tu nous expliqueras ce qu'est l'urbanisme transitoire. Une expérience en 2 phases. Pierre, tu nous expliqueras un peu aussi la chronologie qu'on va voir dans ce documentaire. Donc les grands voisins, c'est quoi ? Vous allez le découvrir lors du documentaire. 30 hectares au cœur de Paris. Une expérience qui s'est déroulée donc, sur 2 phases et qui peut-être a enfanté la traverse. Enfin, on verra la généalogie ou les liens avec l'expérience en cours à Bergerac. Les grands voisins, c'est pas un squat, enfin a priori non. C'est pas non plus une ZAD, c'est pas vraiment un tiers-lieu. Pareil, on essaiera de définir en gros qu'est-ce qui se passe dans cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé plutôt dans l'expérience des grands voisins, et peut-être en quoi les leçons, je ne sais pas si on peut tirer des leçons de l'expérience. Pierre et Elona, vous étiez pour différentes raisons présents aux grands voisins, donc vous nous raconterez votre expérience. Peut-être que vous nous direz aussi s'il y a un écart avec le documentaire. Voilà, donc on se retrouve dans 1h30 après la diffusion du documentaire de Bastien Simon sur l'expérience des grands voisins. Elona et Pierre, membres fondateurs de la Traverse, Léo Bergeracois, peut-être que vous expliquerez pourquoi vous êtes à Bergerac. Et Elona, c'est une universitaire, une géographe qui a fait une thèse sur les espaces de transition urbaine, enfin les espaces urbains, c'est ça ? Enfin, tu expliqueras mieux que ce que je suis en train de raconter. Et les grands voisins étaient un de tes terrains d'études. Vous pouvez vous installer. Et puis, Pierre, tu te présenteras, tu as vu un peu dans le film, tu es un peu la cheville ouvrière de la Traverse. Puis, qui a été en partie à l'initiative du projet de la Traverse, qui se trouve à mettre en place un espace à l'ancienne manufacture des tabacs Bergerac. Et dans un premier temps, on va peut-être revenir sur l'expérience des grands voisins et le film. Alors, les grands voisins, ça ne se résume pas au documentaire, évidemment, mais j'ai trouvé que le documentaire donnait plutôt de l'espoir et permettait aussi de penser. Il y a trop de lumière, c'est ça ? Tu voulais qu'on baisse un peu les... On va s'y faire. Oui, maintenant peut-être que comme il n'y a plus de films... Ouais, peut-être que vous pouvez... Enfin, je ne sais pas, Elona propose que vous vous approchiez éventuellement, comme on n'est pas très nombreux. Et vous prenez le micro par contre pour parler, c'est important. Encore merci d'être là. Et on a parlé un peu du documentaire Pierre, donc on reviendra. Moi j'étais assez... ne connaissant pas du tout les grands voisins,
à part avoir lu quelques articles dessus. J'ai trouvé une chose intéressante. L'aspect chronologique est très commode. En fait, on suit un petit peu le déroulement sauf qu'il n'y a pas... il a arrêté de filmer après la phase 1, entre la phase 1 et la phase 2. Ça vous pourrez aussi peut-être l'expliquer. Et puis il a pris le parti de suivre quelques acteurs, des personnages des Grands Voisins. Alors, Elona, à toi l'honneur pour évoquer un petit peu peut-être ton parcours aux Grands Voisins et pourquoi tu as choisi ce terrain et qu'est-ce que tu as pu en tirer, et puis peut-être parler évidemment du film, si le film est assez fidèle, même si dans le film il y a très peu de temps où on parle d'urbanisme transitionnel. Voilà. Donc à toi. Merci. Je voulais juste, avant de commencer, avoir peut-être dans un esprit d'avoir été assis pendant 1h30, juste donner l'occasion à tout le monde de se mettre debout et peut-être exprimer, je sais pas, une sensation qui vous vient d'avoir regardé ce film. Alors moi, j'ai pas distribué pour la distribution des micros. Non, mais non, on va pas les passer à tout le monde. Ça peut être gestuel, ça peut être gestuel ou les mots, ou voilà. Ah bon, d'accord. On n'aura pas les fils des 600. Une chose qui m'a... Enfin, je voulais juste commencer, une chose qui m'a marqué dans le film, c'était les différents temps. Enfin, vraiment, je ne me souvenais pas à quel point il y avait des moments longs et vraiment des... Oui, il y a des bref, donc je reviendrai sur ça, ça m'a fait repenser à ce que je voulais dire en termes de temporalité et d'urbanisme transitoire. Mais pour revenir à mon histoire avec les Grands Voisins, on va dire, j'ai entendu parler des Grands Voisins par une amie qui était bénévole à la cuisine dans les premiers mois. Et la cuisine était vraiment un espace où il y a beaucoup de choses qui se passaient et qui a amené pas mal de gens de l'extérieur dans les débuts du projet. Il y avait vraiment une volonté de changer aussi la façon de penser, faire la cuisine ensemble et tout ça. Et donc c'était un espace d'expérimentation aussi. Donc j'avais entendu parler par cette amie qui m'a... voilà, et entre le temps de faire mon dossier de recherche, d'avoir mes financements, de revenir en Angleterre et de commencer, j'arrive au site des Grands Voisins en juillet 2017 et on me dit « Ah, mais le site il ferme dans 3 mois ». Donc c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai commencé à faire les recherches, et c'était vraiment en allant sur le site et en m'impliquant sur des temps bénévoles que j'ai pu connaître des personnes et me présenter et avoir un peu la possibilité de m'impliquer aussi en tant que chercheuse étudiante dans le projet. Parce qu'il y avait en fait à cette époque-là aussi, pas mal de personnes qui étaient dans des projets des dynamiques de recherche aussi. Donc il y avait une volonté de rassembler ces personnes-là. Et c'est là où j'ai aussi connu Pierre, qui était aussi dans un projet de recherche, entre autres, sur le site. Voilà. Et donc j'y étais pendant des périodes de 1 à 2 semaines, tous les 6 semaines à 2 mois. Donc c'était assez... c'était pas évident pour m'intégrer vraiment dans des dynamiques sur le long terme. Et du coup mon regard est peut-être un petit peu extérieur sur certains éléments. J'ai pu m'impliquer sur des projets spécifiques à plus long terme. Quand il parlait dans le film de ce moment où il y a des centres d'hébergement qui fermaient en même temps que sur Paris, en même temps que les Grands Voisins, c'était aussi un moment où on s'est retrouvé où j'ai pu participer un peu au travail d'un collectif qui est né aux Grands Voisins autour de cette problématique-là. Donc voilà, c'est juste pour dire un peu mon histoire et ma posture qui était
va-et-vient, on va dire. Donc en même temps, ça me permettait de mettre en abîme un petit peu l'expérience au Grand Voisin avec surtout un autre lieu à Londres qui était très différent, qui était beaucoup d'inspiration de politique féministe aussi, et un lieu énormément plus petit et qui marchait plus sur des réseaux sur la ville et en Angleterre. Donc je voulais juste parler brièvement de cette histoire d'urbanisme transitoire et de temporalité. Et donc c'était un projet temporaire. Ça a été bien redit et redit. Mais en même temps, comme on voit même dans le film, il y a pas mal de temps, d'espace-temps dans cette temporalité. Mais aussi une volonté de faire quelque chose, d'imager une autre société ou une société autrement. Donc c'est là où on fait la distinction entre le temporaire et l'urbanisme transitoire. Parce que l'idée, ça fait une transition vers quelque chose d'autre, de nouveau. Et donc l'urbanisme transitoire, l'idée donc d'aller vers quelque chose d'autre. Et c'était évoqué dans le film, dans la deuxième partie des Grands Voisins, le fait d'essayer de faire un espace qui soit plus ouvert sur la ville, où il y ait des boutiques et tout ça. Mais en fait, l'impact du projet dans cette dynamique-là a commencé même dès les débuts. Et la présence du projet sur le site a eu un impact aussi sur comment a été mis en place l'écoquartier et l'intégration d'habitat et de logements sociaux dans le futur projet de l'écoquartier qui n'était pas prévu au départ. Donc il y a eu un impact aussi sur le long terme comme ça. Et vraiment, l'idée du transitoire a été, comme c'est assez évoqué dans le film, pas mal pris comme outil aussi de politique publique pour réimaginer la ville et la transition urbaine. Et la métropole Île-de-France est un des endroits où ils ont vraiment pris ça comme en main. Et depuis 2012, il y a plus de entre 220 et 250 projets d'urbanisme transitoire qui ont été en partie financés où l'Île-de-France a été en soutien pour le développement de ces projets. Et aussi sur toute la France, il y a quand même entre 70 et 75% des sites d'urbanisme transitoire qui sont des sites publics, des sites de l'État et des bailleurs sociaux ou aménageurs publics. Donc c'est vraiment un enjeu en France de politique publique qui est très différent, par exemple, au contexte en Angleterre que j'ai pu aussi connaître. Voilà, il y a cet aspect-là. Mais c'est pas évident, il y a des aspects de potentielle récupération politique, ça a été évoqué dans le film. Et ce qui était intéressant peut-être de voir dans le film, c'est que Bastien a réussi à capturer ces moments d'échange, de questionnement sur la politique du projet, qui était vraiment assez présente au sein des personnes, mais qui ne se traduit pas forcément dans ce qui se voit dans les médias ou ce qui peut être perçu par le dehors des grands voisins, ou d'autres projets d'urbanisme transitoire, qui peuvent être critiqués aussi pour ce fait de justement pas être assez politisé ou vraiment
vraiment repenser dans le fond les relations qui se créent en société. Donc je voulais faire le lien avec cette idée de commun qui a été un petit peu une idée motrice, notamment de certaines personnes dans l'association Yes We Camp. Donc le slogan du début du projet des Grands Voisins, c'était la fabrique des biens communs. Mais c'était quelque chose qui est resté, et qui est même resté dans certains documents de diffusion du projet. Mais c'était très clair en étant sur le site et en parlant avec les personnes que c'était pas quelque chose qui était porté par tous les acteurs et même au sein de l'association. Donc mais c'était néanmoins une idée qui portait beaucoup d'actions sur le site et pas mal de ces engagements politiques qui ont été mentionnés plus ou moins directement dans le film. Et voilà. Et c'était donc cette idée, c'était aussi la source de pas mal de ces activités de rêve, d'utopie, des choses un petit peu de l'ordre plus festif que vous avez pu voir dans le film. Et l'importance d'avoir la présence d'artistes, d'actions culturelles sur ces sites-là pour imaginer les relations et vivre autrement. Et dans le début du film, ça m'a aussi marqué la présence des poules qui sont revenues plusieurs fois dans la séquence caméra. Et c'est aussi l'attention à l'agriculture urbaine qui s'est faite sur le site, à l'attention aux animaux qui s'est faite par des personnes différentes, aussi des personnes résidentes, qui ont été aussi des manières de se mettre en relation avec la ville autrement et avec les autres. Donc de penser le commun et de faire commun, pas seulement avec les personnes qu'on reconnaît, mais aussi avec le site lui-même et les autres personnes et les autres animaux et les autres êtres vivants qu'on peut faire venir sur le site. Donc c'était vraiment cette volonté de créer un peu ces autres types de pratiques, ces rêves qui je pense ont aussi fait vibrer les Grands Voisins, qui ont fait parler du projet dans d'autres lieux et qui peuvent être source d'inspiration aussi. Et puis je voulais juste peut-être ça peut faire transition avec Pierre aussi. Mettre en lien peut-être aussi le contexte d'urgence sociale qui est aussi différent dans différentes localités. Et par exemple, même nous à Bergerac, voilà, il y a une très grosse différence dans les temporalités d'urgence qui étaient subies beaucoup aux Grands Voisins aussi. On a des réalités différentes dans la mise en place d'un projet ici. Mais il y a un enjeu, je pense, sur cette idée de transition et de politique de la ville, de vraiment se dire que la transition sociale et écologique doit se faire ensemble. On ne peut pas séparer les transitions, et surtout quand on parle d'espace urbain. Donc voilà, il y a un enjeu de faire le lieu, il y a un enjeu de se dire quel est le rôle de ces lieux sur les futurs projets urbains. Voilà. Bien, merci. On va donner la parole à Pierre maintenant. À toi. Merci. Juste avant de commencer, un mot de remerciement à Divergence, même si, merci Christine et Philippe, vous m'avez fait vraiment flipper en commençant en rappelant que Philippe Descola était assis ici pour la dernière fois avant nous et qu'en plus la dernière Divergence. Donc merci pour le. C'était pas là, t'inquiète pas. Pas là. C'était dans une autre salle ouf, c'était pas la même chose. Non, alors, juste pour remettre le contexte, effectivement, les Grands Voisins, j'y étais un petit peu plus du coup, j'y étais de l'été 2016 jusqu'à l'été 2018, donc à peu près sur la totalité du film qu'on aperçoit,
avec une période d'immersion totale, en fait, de décembre 1er janvier 2017 jusqu'à la fin de toute l'année 2017, où je répondais à une commande, à une double commande de l'association Europe, qu'on aperçoit dans le film, qui cherchait quelqu'un pour faire une étude sur l'impact social qu'avait ce machin-là. J'ai pas envie de le définir davantage, on en reviendra tout à l'heure. Donc c'était une commande de l'association Aurore et de la mairie de Paris. Vous l'avez vu, que ce soit Anne Hidalgo, Karine Petit étaient présents beaucoup sur le site, et à un moment donné avaient aussi besoin de se dire mais qu'est-ce qui se passe derrière les centres d'hébergement. Je voudrais juste, parce que la difficulté, ça fait je crois que c'est la 10e fois que je vois le film, la difficulté c'est de se rendre compte ce qu'il y a derrière. Je vais juste 2-3 chiffres pour situer la chose. Officiellement 600 personnes hébergées, ça c'est le chiffre officiel, réellement c'est 1 millier de personnes. Le delta provient du fait qu'il y a un centre d'hébergement qui à un moment donné évoqué, qui est un centre de travailleurs migrants, donc des personnes qui travaillent, où il y a 600 places. En fait, réellement, dans une chambre, vous avez 8 matelas, donc on estime à 400 personnes, en plus des, je crois, 250 qui étaient officiellement dans ce lieu-là. Donc ça fait 1000 personnes, on va dire, en situation d'hébergement. 250 structures installées. Quand on dit structures, c'est des artistes, des artisans, des fédérations nationales, des comptables, le studio du réalisateur qui a fait le film, donc je ne vais pas vous faire les 250, il y a des boulangers, il y a absolument à peu près de tout. 250, ça fait 1 millier de personnes qui travaillent sur le site. Et en nombre de visiteurs, entre 2015, le début de l'ouverture, et 2020, la fermeture, c'est 600 000 personnes. Donc ce qui veut dire que si on rapporte au nombre de jours ouvrés, ça fait par jour environ 4500 personnes qui sont présentes sur le site. Donc on passe, si vous voulez, d'un hôpital vide, l'hôpital a été vidé à la fin de l'activité, c'est la maternité qui a fermé l'an dernier, en 2012. C'est-à-dire qu'entre 2012 et 2015, on a un hôpital vide avec des centres d'hébergement. 2015-2020, on a 600 000 personnes avec de l'activité sociale, économique, culturelle, artistique. Donc il y a quand même quelque chose qui est... voilà. Autre dernier chiffre pour l'anecdote, c'est 45 km de saucisses vendues dans les hot dogs. Je dis que c'est toujours au moins un chiffre et une échelle qui peut peut-être nous parler dans le sud-ouest. Donc le film, forcément, on a discuté effectivement un petit peu avec Philippe dans la semaine, il est forcément... c'est une toute petite vignette, et si vous voyez les 600 000 personnes qui ont été présentes sur le site, les 600 000 vont raconter une histoire extrêmement différente. Ce que je vais essayer en tout cas de vous partager ce soir, va être donc une approche juste singulière. Je disais tout à l'heure à partir d'un travail immersion complète, c'est-à-dire qu'il y a un local qui était en fait une espèce de dépôt de tout et rien dans un des centres d'hébergement, Pierre Petit qui est évoqué, qui a été débarrassé et dans lequel j'ai demandé à vivre pendant 1 an pour pouvoir vivre l'expérience de l'intérieur, éprouver ce que veut dire vivre dans un centre d'hébergement d'urgence, partager du coup la vie avec 112 colocataires, j'y reviendrai tout à l'heure. Et en même temps, en y vivant, l'idée c'était surtout d'aller toucher tout ce que justement on ne voit pas dans le film, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe par exemple sur le site entre 3h35 du matin et 4h12. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce qui se passe le dimanche matin? Qu'est-ce qui se passe aux heures où le site n'était pas ouvert en continu au public, même si les portails n'étaient jamais fermés, mais il y avait quand même officiellement des heures d'ouverture. Qu'est-ce qui se passe dans l'entretemps? Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté des murs? Puisque là, on ne voit sur le film aucune image, et c'est normal, ce sont des espaces privés par ailleurs, de l'intérieur des centres d'hébergement. Le seul espace que l'on voit, c'est là où Maël affiche étoile, ce qui d'ailleurs pose un peu de problème, parce que c'était la salle de réunion des équipes, et qui du coup passait plus de temps à déplacer l'étoile de Maël qu'à bosser. Ça, c'est pour dire, c'est vraiment le premier point sur lequel j'aimerais insister, il y en a 2 là dans ce propos introductif. Premier point, c'est la relativité de la chose. C'est-à-dire qu'on parle des grands voisins comme une magnifique entité, d'une cité rêvée comme une magnifique entité, mais en fait on parle à minima, si je reste juste sur ceux qui vivent et qui travaillent, sur 2000 personnes. Et la diversité, elle est au moins autant, et certainement beaucoup plus, que déjà si on prend 2000 Bergeracois au hasard. Donc il y a un énorme écart. Et cet écart, juste pour le mesurer, le centre d'hébergement où j'étais, Pierre Petit, 112 personnes hébergées. Des personnes âgées, 46 ans. Vous pouvez me traiter de salaud depuis 46 ans, on est âgé. C'est que l'espérance de vie pour des personnes à la rue, c'est 48 ans. Donc on était sur des personnes en fin de vie. Sur les 112 personnes, il y a eu 10 départs dans l'année, dont 8 pour décès. Donc on était sur des personnes avec des très longs parcours de rue, des personnes en rupture totale ou quasi totale sur les parcours de soins, donc c'est-à-dire tout ce qui est carte CMU, etc. on oublie,
il n'y en a plus, mais surtout un refus total de prendre le médicament, d'hospitalisation, etc. Et qui sont beaucoup, pour beaucoup d'entre eux, les personnes rejetées aussi des hôpitaux. Vous avez peut-être déjà connu ces scènes aussi douloureuses que tristes de vous trouver en urgence et d'avoir quelqu'un qui, excusez-moi l'expression, qui fout le bordel dans les services et qu'on reconduit gentiment à la porte. Cette personne-là continue à vivre et c'est notamment elle qu'on rencontre dans les centres d'hébergement, avec un écart où on peut retrouver quelques jeunes, Silamed, qu'on aperçoit plusieurs fois dans le film, qui est un jeune migrant d'une trentaine d'années, avec des sorties de prison de 50-60 ans pour des crimes, avec des personnes ayant connu exclusivement ou presque des parcours de rue, donc quelque chose d'extrêmement hétéroclite. Et ce côté hétéroclite-là, ça va être, je pense, un point central, il me semble, des échanges, parce que c'était comment faire cohabiter des personnes qui, en temps normal, non seulement se seraient pas croisées, mais surtout, si elles s'étaient croisées, elles se seraient évitées. Et comment lutter contre cette tendance qu'on aperçoit au début du film, où il y a une discussion avec un chef de service, où quelqu'un lui demande « Mais ils sont où les hébergés? Ils sortent de leur chambre ?» Est-ce que vous imaginez, vous, quelqu'un qui vient vous voir, qui vient vous demander si vous sortez de votre chambre, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je sais pas, vous, moi, personnellement, je ne regarde pas. En fait, il y a la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait aussi cette tension-là entre espace privé, les centres d'hébergement d'urgence, espace public, lieu ouvert au public. Et avec cette curiosité de se dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des centres, cette espèce de grand mythe sur l'intérieur des centres, et en même temps, si je regarde depuis l'intérieur du centre, d'incompréhension totale sur ce qui se passe en extérieur. Je disais tout à l'heure, Grand Voisin, 2015-2020. Les premiers centres d'hébergement sur site, c'est 2009, quand l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul commençait à fermer. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont été en centre d'hébergement d'urgence, qui ont connu la fermeture de l'hôpital, 3 années d'un hôpital complètement vide, avec juste les centres d'hébergement d'urgence, et ensuite un machin complètement incompréhensible qu'on a appelé les Grands Voisins, et qui s'est terminé. Donc, ça pour dire que pour beaucoup de personnes hébergées dans les centres d'hébergement, les Grands Voisins n'ont pas été ni une finalité, ni un objectif, mais n'ont été qu'un moment, qu'un instant de leur passage sur le site de Saint-Vincent-de-Paul. Et ça change la donne. Et le dernier point sur lequel je voulais dire en introduction, c'est la paire de lunettes avec laquelle on peut regarder un lieu comme ça. Et Lona et moi, on a un point commun, c'est qu'on a tous les deux choisi d'y être. On s'est dit, tiens, ça va bien ce machin, au moins c'est intriguant, on y va. Et donc effectivement, toutes les structures occupantes ont choisi d'être là. Tous les visiteurs qui venaient regarder un film, faire un cours de yoga ou boire des bières, avaient choisi, j'espère pour eux en tout cas, d'en être. Vous aviez ensuite ceux qui avaient simplement, quelque part, je veux dire, accepté d'être là. Je pense notamment aux travailleurs sociaux dans les centres d'hébergement, qui ont été là par mutation. L'urgence sociale à Paris, je le laisse pour après, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est simplement une mutation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur a dit tu vas travailler à tel endroit. Et pour beaucoup, à tel endroit, il n'y avait pas les Grands Voisins, c'était juste l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Donc, ces personnes, on peut dire, qui ont accepté, si tant est qu'on puisse refuser un contrat de travail, ça pose d'autres questions, mais qui ont accepté d'être là. C'est pas choisi, ils n'ont pas forcément choisi d'être là pour qu'ils aient Grands Voisins. Et ensuite, il y a ceux qui l'ont simplement subi, dans les centres d'hébergement. L'attribution d'une place dépend d'un machin qui s'appelle le SIAO, Service Intégré d'Accueil et d'Orientation, qui sont sous le couvert de la préfecture de Paris, qui orientent. Et donc, eux n'ont pas pu choisir d'être là que dans un autre centre d'hébergement. Donc, il y avait quand même aussi cet écart au début, où effectivement, c'est un espace commun, mais c'est un espace commun que certains ont choisi, que d'autres ont accepté, et que d'autres ont juste complètement subi, et n'ont absolument pas demandé d'être là. Je reste là pour l'intro. Oui, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des premières réactions, des questions avant que j'en pose une aussi sur le film, sur le... Alors peut-être pour commencer sur... Tu parlais de ce projet qui visait à la cohabitation, la mixité et la cohabitation. Et William dit au tout début, je crois, ce qui a motivé le projet, c'était le désir de rendre l'autonomie aux hébergés. Et paradoxalement, là je poserai la question à vous deux sur les processus de prise de décision. On voit dans le film à plusieurs moments, il y a le Conseil des Grands Voisins, une sorte d'assemblée, qui, je ne sais pas si c'est fixe des orientations, enfin voilà, qui intervient à plusieurs reprises sur comment donner la parole aux hébergés, et ensuite est-ce qu'on se laisse instrumentaliser par les politiques. Et puis il y a ce qu'on appelle la maison des médecins, où il y a des réunions de pilotage visiblement hebdomadaires. Et finalement, le processus de décision n'est pas très clair, alors c'est peut-être juste le documentaire.
Ce qui ressort aussi, c'est une expérience profondément politique, tu l'as évoqué, Ilona, que parfois dans ce genre de projet, on reproche le manque d'affirmation politique. Et puis à un moment donné, il y a un résident qui dit, je crois que c'est le batteur qui cite Balzac, qui dit c'est bien gentil, mais on ne nous demande pas notre avis. Donc dans tout ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'il y a une grande diversité là aussi? Est-ce que ce conseil des grands voisins, ça fonctionnait bien? Et à quel moment les décisions se prenaient par qui? J'aurais une réponse partielle. Commencer. Alors bien sûr, ça a aussi évolué le long du projet parce que le nombre de personnes y travaillant a beaucoup évolué aussi. Mais alors, dès le départ, le site, donc on voit très bien William Dufour dans le film qui était directeur du site. Donc il y avait dès le moment où l'association Aurore, où il y a eu un basculement entre avoir juste des centres d'hébergement, comme l'a évoqué Pierre, depuis 2009. Donc là, les années où il y avait juste des centres d'hébergement, il y avait, chaque centre d'hébergement avait leur équipe. Et puis il y a eu le moment où la mairie du 14e a voulu créer ce projet d'ouverture vers la ville. Il y a eu une équipe ou des personnes de l'association Aurore qui sont arrivées pour animer ce projet tiers-lieu, on va dire, d'ouverture. Et la mairie a aussi fait appel au départ de manière séparée à l'association Yes We Camp pour faire tous les aménagements. Et l'association Aurore, elle, avait fait le contact avec l'association Plateau Urbain pour, comme il disait dans le film, faire l'accueil des structures sur le site. Donc ces trois associations se sont trouvées à devoir travailler ensemble. Et donc les décisions au départ se sont un petit peu construites sur comment est-ce qu'on crée un pilotage commun. Donc ça c'était au départ. Donc on voit des réunions de pilotage dans le film. Donc ça c'était des réunions de pilotage au moins dans la première phase où ça rassemblait des personnes des trois associations. Et au fur et à mesure du projet, il y a eu plus tard dans le film, on voit qu'il y a des personnes sur les côtés qui écoutent, et il y a des personnes qui étaient plus en service civique au fur et à mesure que les équipes ont grandi. Ce comité de pilotage a été plus ou moins ouvert à des moments, à des personnes qui écoutent au moins les choses ou qui témoignent, parce qu'il y a énormément de choses qui se passaient sur le site, et les personnes qui étaient au comité de pilotage se rendaient compte aussi qu'elles ne pouvaient pas se rendre compte de tout ce qui se passait tout le temps. Donc après il y avait le conseil des voisins que Philippe a évoqué, et j'ai assisté à quelqu'un, peut-être Pierre tu pourras dire autre chose dessus, mais c'était vraiment une volonté aussi dès le départ du projet d'impliquer les personnes sur le site dans au moins l'animation du site et certaines prises de décision. Donc c'était chaque conseil prenait parfois une forme différente. Par exemple, dans un des premiers conseils des voisins, il y a eu des tables rondes où les gens ont fait un travail sur différentes thématiques, par exemple sur l'agriculture urbaine. C'était une des tables qui est ressortie de ce conseil des voisins. Il y a un groupe qui s'est formé de travail, et puis ça a poursuivi sur un groupe assez autonome qui a fait des projets sur ces thématiques-là. Sur d'autres conseils des voisins, ça a été plutôt en mode débat, information. Donc ça a un peu changé. Et après, dans la deuxième phase du projet, il y a eu tout un retravail de la gouvernance, mais je laisserai Pierre un commentaire. Monsieur Garrigue. Oui, moi ce qui me préoccupe quand même un peu dans cette affaire, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a
deux temporalités qui sont quand même très différentes. Il y a celle, je comprends bien l'idée d'utiliser un espace qui de façon transitoire est disponible, ça c'est et puis d'essayer de profiter de cette opportunité et essayer d'y développer de manière assez expérimentale des choses qu'on ne peut pas faire habituellement. Je pense que il y a cet aspect qui est intéressant et d'ouverture vers la ville, etc. Ce qui me gêne quand même un peu dans cette affaire, c'est que les populations, l'essentiel des gens qui sont là, la population qui est là, ce sont des migrants, des sans-papiers, des sans-abri, qui sont dans la précarité et le transitoire avant d'arriver, qui pendant l'expérience restent dans la précarité et le transitoire, et qui après l'expérience vont de nouveau s'y retrouver, alors que leur aspiration principale, c'est plutôt de trouver une certaine stabilité. Voilà, il me semble que là, il y a une certaine contradiction qui est un peu cruelle pour eux. Voilà, je dis les choses peut-être un peu brutalement, mais j'aimerais que vous me répondiez là-dessus. Avec très grand plaisir. La question du temporaire nous choque à nous tous, j'espère en tout cas, qui avons un toit et qui sommes habitués à cette continuité. Quand on dit un centre d'hébergement pérenne, ça veut dire un centre d'hébergement qui ne ferme pas au 31 mars de l'année. Le centre d'hébergement Pierre Petit où j'étais, 2009, 2010, 2011, ouverture 31 octobre, 31 mars, simplement sur les périodes hivernales. 2011, 2018, ouverture pérenne, oui, 7 ans, mais 7 ans dans l'urgence sociale à Paris, c'est énorme. C'est énorme. Et malheureusement, ce que vous décrivez, c'est tout à fait vrai, mais c'est pas propre aux grands voisins. C'est l'état de l'urgence sociale à Paris, où on répond sur les plans hivernaux avec des ouvertures temporaires sur les 3 mois, avec, et c'est ce qui se passe à la fin du documentaire qu'on voit, avec du coup des remises à la rue au mois de mars, avec, pour les héberger, je le mentionnais tout à l'heure, hein, qu'on a envoyé à droite, à gauche, en fonction des attributions du SIAO, mais qui a absolument rien à voir avec le caractère temporaire du projet. Ce que la partie temporaire du projet a permis a été justement comment, dans ce laps de temps, réussir à ces personnes-là, à celles qui le souhaitent, à celles qui le peuvent, là où ça peut accrocher, à leur permettre d'accrocher autre chose pour aller ailleurs et d'avoir une autre dynamique. Parce que malheureusement, c'est les ouvertures et fermetures de centres d'hébergement à Paris, sur cette année-là, c'était 2876 places exactement qui fermaient au 31 mars. Donc 2876 personnes qui, au 31 mars, malgré la loi Dallot 2008, et sauf erreur, vous étiez député à ce moment-là, étaient sans solution d'hébergement à Paris. Et c'est vrai qu'on est, tant mieux, même s'il peut y avoir des tensions sur des zones moins denses comme la Dordogne, mais on n'imagine pas ce que c'est en fait, cette urgence sociale-là sur Paris. Il y avait eu, c'était en 2018, hein, c'était un des éléments qui a mis de feu aux poudres et qui avait entraîné le mouvement citoyen, monsieur le ministre de Normandie, qui avait décompté 0 SDF à Paris pendant une nuit, et qui avait entraîné, vous en rappelez peut-être, un comptage de toutes les associations au mois de décembre à Paris, qui est allé compter pour rappeler à monsieur de Normandie le chiffre comptabilisé hors métro, parce qu'ils n'avaient pas pu rentrer dans les stations de métro qui étaient fermées la nuit. Et donc voilà, donc effectivement, il y a cette réalité-là, et cette temporalité, elle est propre à la situation de l'urgence à Paris. Le côté temporaire n'a impacté, des grands voisins, je parle, n'a impacté que les personnes, pour reprendre la paire de lunettes que je mettais tout à l'heure, les personnes qui ont choisi d'être là. Tous les autres qui ont accepté ou subi, c'est-à-dire les personnes hébergées ou les travailleurs sociaux des centres d'hébergement, c'est pour ça que je parlais de mutation, ils sont habitués à ça. Pierre Petit, où j'étais, c'était un cumul sur les 112 personnes de 5 ouvertures et fermetures de centres d'hébergement dans les 4 années précédentes. Et au final, c'est la plus grande stabilité qu'ils avaient. Pardon, sur la question de la gouvernance. Pour revenir sur la gouvernance, entre guillemets, ouais, sur le Grand Conseil, j'étais assez étonné de voir comment ça fonctionnait. Alors, je veux pas dire ce qu'a dit Ilona est tout à fait vrai, hein, mais donc, le comité de pilotage qui était en fait l'instance de gouvernance pure, c'est là où les décisions étaient prises, etc. Le conseil des voisins était plus un conseil consultatif et informatif, j'ai envie de dire.
Ce qu'il faut bien entendre derrière, la particularité, c'est qu'il y a 2 assos qui ont enlevé la responsabilité du site. L'asso Aurore, qui gérait les centres d'hébergement d'urgence, et l'asso Yes We Camp, qui gère en gestion l'ouverture au public. Vous imaginez quand même le niveau de risque sur les 2 associations quand vous avez 600 000 personnes qui vont passer là-dedans. Donc clairement, oui, les décisions importantes, qu'elles soient budgétaires, qu'elles soient d'ordre de sécurité du site, qu'elles soient etc., étaient clairement prises dans ces instances-là qui portaient la responsabilité de la chose. D'ailleurs, y compris sur des aspects plus politiques, peut-être certains d'entre vous ont tendu l'oreille, mais un moment extraordinaire, au moment du vote dans le Conseil des voisins au début, quand il y a le débat sur est-ce que pour ou contre, alors pour inviter des politiques à venir, ou est-ce qu'on est contre? Est-ce que vous avez entendu le décompte qui est fait? Vous avez 41 pour, 36 contre. Conclusion de William. On recommence la prochaine fois. Exactement. Mais forcément, on est à ce moment-là, on est avant 2017. Enfin, non, on est tout début 2018, donc avant, encore sous le mandat Hollande. Donc, dans une configuration avec Anne Hidalgo PS, Karim Petit PS, présidence de la République PS. Clairement, un lieu comme ça, sur plein de points, il pouvait se faire dégoupiller par tous les services, que ce soit sanitaire, sur les contrôles de papier, tout. Projet foot, peut-être on en parlera tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui a été fait justement à la marge. Et pour que tous les projets à la marge puissent exister, où là il y avait un impact social pour les personnes, il fallait impérativement que les pouvoirs publics acceptent, je ne vais pas dire de fermer les yeux, mais de regarder de l'autre côté. Donc oui, effectivement, William Dufour qui anime le Conseil des voisins en disant « Est-ce que vous pensez qu'on pourrait les inviter, etc. » Les dés sont pipés. Bien sûr que non. Et à ce moment-là, il n'y a pas un seul politique d'aucun bord que ce soit qui sera invité à ce moment-là. Par contre, effectivement, vous avez William qui, plus tard dans le film, tient un tout autre discours quand les ministres Blanquer et Hulot veulent venir, où là, d'un coup, on va profiter de ce moment-là pour être ça. Au final, il n'y a rien profité du tout. Ils ont aussi péniblement à faire une introduction de 25 secondes. Et je crois qu'ils ont remis un plaidoyer à la main qui n'a pas donné suite. Mais parce que voilà, et donc, vous voyez, typiquement ces enjeux-là, non, ça a été débattu en Conseil des voisins, mais c'est pas au Conseil des voisins que ça s'est choisi. Par contre, ça a été une instance importante, le Conseil des voisins, sur le partage d'informations, sur des choix collectifs sur le site, autour de cagnottes communes, d'événements communs, de discussions et de rencontres entre centres d'hébergement, résidents, gens de passage, etc. Donc oui, sur plein de points, ça a été une instance hyper importante et à valoriser, mais absolument pas une instance de gouvernance. Ok, merci. On fera peut-être une transposition, on parlera de la traverse. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, je vois pas très bien, je vois un bras qui se lève. Attends, s'il te plaît, Laurent. Je suis désolé, mais... Oui, je souhaitais savoir, au sein de l'ensemble, quel était le rapport entre hommes et femmes qui étaient accueillis. Tout le monde, pour ceux qui étaient pas les volontaires, je ne parle pas des volontaires, mais je parle de tout le public qui était accueilli et qui était considéré comme des résidents. Non, dans le centre d'hébergement où j'étais, c'était 65% d'hommes et 35% de femmes. Les autres, sincèrement, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'était quand même très majoritairement masculin dans les centres d'hébergement. Ouais, je voulais rebondir là-dessus aussi. La question des rapports genrés aussi, de la présence beaucoup plus forte d'hommes sur le site se retrouve aussi dans d'autres sites similaires ou qui ont été inspirés par les grands voisins, notamment parce qu'il y a des centres d'hébergement d'urgence ou des centres d'accueil des demandeurs d'asile, par exemple, qui sont soit uniquement réservés à des publics d'hommes ou qui ont une beaucoup plus forte présence d'hommes. Et ça, je pense qu'il y a une question non seulement de la relation dans les centres, mais ça a eu un gros impact aussi sur le site et le projet aussi des grands voisins. Il y a eu pas mal d'échanges et souvent très entendus dans les débuts de comment est-ce qu'on gère en tant que beaucoup de personnes qui étaient volontaires en service civique, qui étaient des jeunes femmes, qui étaient dans un contexte très masculin et qui devaient gérer un peu ces tensions, ou comment être dans une posture à la fois
droite, mais sans exclure aussi des personnes qui, on sait, sont déjà exclues. Et c'est une question qui est un petit peu sortie à la fin de la première phase. Il y a eu une réflexion qui s'est faite sur la dimension de genre dans le projet, comment est-ce que ça a impacté le projet. Et on voit même dans le film a été fait par un homme qui a eu aussi accès à certains espaces, à certaines personnes, que même moi je peux dire en tant que femme sur le site chercheuse, je n'aurais pas pu avoir ce même accès. Donc il y a une question aussi dans les lunettes dont parlait Pierre aussi, qu'on peut avoir sur le site qui ne sont pas les mêmes. Voilà. En termes de temporalité et de géographie aussi, du coup. Dans le film, à 2 reprises, on parle des attentats de 2015 comme un instant de solidarité. C'est ce que dit le réalisateur. J'ai eu envie d'aller au Grand Voisin après 2015. Est-ce qu'il y a une résonance du contexte social ou politique ou historique? Je pense 2015-2018 après les Gilets jaunes. Est-ce que dans ce type d'expérience, dans les plus de 200 expériences ou 300 qui existent, en France ou dans le monde, en France peut-être, plutôt en France ou en Europe, est-ce qu'il y a un contexte qui peut expliquer, ou même le contexte d'une origine climatique aussi, qui pourrait expliquer cette volonté d'expérimenter une autre façon de faire commun? Première chose. Et puisque tu as parlé de Londres, est-ce qu'il y a une spécificité française, c'est-à-dire un État féodal, centralisé, avec des relations avec la puissance, entre guillemets, des pouvoirs publics, qui fragiliserait ou rendrait plus difficile la réalisation de ces expériences par rapport à un système anglais, par exemple? Sur l'Angleterre, ok, bon, je vais commencer sur ça. Par rapport au reste d'autres pays européens, j'ai quelques idées de différence, mais par rapport à l'Angleterre en particulier, oui, il y a une très grande différence dans la présence des pouvoirs publics. L'urbanisme transitoire, tel que je l'ai décrit, et les enjeux en France et comme ça a été pris en Île-de-France, ne sont pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes réalités en Angleterre, à Londres. Dans les deux cas, il y a un gros mouvement anti-squat qui est depuis les années 90, ça se retrouve. Mais en Angleterre, dans la période où je faisais ma thèse, c'était plutôt les pouvoirs publics et les collectivités locales de l'équivalent des arrondissements de Londres qui étaient en train de vendre très massivement leur bâti. Et donc il y avait tout un autre enjeu et aussi beaucoup moins d'accompagnement dans la mise en place de tels projets ou qui sont plus... le mot gentrification est beaucoup utilisé en Angleterre dans ce sens-là, où ces espaces-là sont pris beaucoup plus par des pratiques capitalistes de faire de la valeur sur les endroits qui sont vraiment par les pouvoirs publics. Donc oui, juste pour cet élément-là, il y a un aspect assez français qui est différent. Je vais demander un truc. Attends, Marie. Tu réponds sur le contexte et après on aura une question ou une remarque. Sur le contexte Grand Voisin, je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que l'idée à la base, c'était pas du tout, il n'y a pas eu une volonté politique de faire une cité rêvée. Pas du tout. L'histoire, elle ne s'est pas construite comme ça. L'histoire, elle s'est construite où l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul a commencé à fermer en 2008-2009, et a définitivement fermé en 2012. Entre-temps, il y avait des locaux de vide, donc des centres d'hébergement d'urgence à la demande de l'assaut Aurore. D'accord? Donc c'est-à-dire c'est une occupation de certains espaces pour des centres d'hébergement d'urgence, pas d'ouverture au public. Quand l'hôpital se vide, ça fait des espaces vides. Et des espaces vides à Paris, ça se remplit très vite. Et ça se remplit là notamment du squat, et c'était devenu une zone non seulement de deal, à la limite c'était pas le plus grave, c'était surtout, comme c'était très à l'abri, il y a une enceinte qui enfermait l'ensemble, c'était devenu une zone de rixe entre différentes bandes rivales. Ce qui a entraîné des descentes de police,
Et sur une descente de police, on se situe à ce moment-là, on est en tout début de l'année 2015, tout début de l'année 2015, c'est ça, fin 2014, début 2015. Sur une descente de police, il y a une personne qui souhaite s'échapper au contrôle, qui du coup passe par la fenêtre, mais qui reste malheureusement accrochée à la fenêtre avec son écharpe. Et la mairie de Paris se dit à ce moment-là, très bien, nous avons ce site. Avant que les travaux d'aménagement, que le futur quartier voit le jour, etc., il y en a au moins pour 5 ou 7 ans. On paye en gardinage, ils ont regardé la facture. Un gardiner, ça coûtait 1 million d'euros à la mairie de Paris par an. 1 million d'euros par an pour garder un bâtiment vide. Avec un mort sur le dos, et de se dire, ça va quand même coûter cher et combien il y en aura derrière. C'est le moment où l'Asso Aurore est allé voir la mairie de Paris en leur disant, mais plutôt de garder ça vide, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter quelque chose d'occupation mixte, etc. Ce que l'histoire ne raconte pas, c'est que William Plouvaille dans le film avait monté une expérience similaire mais à toute petite échelle juste avant, et qui du coup avait très bien vu l'opportunité de se dire, tiens, on pourrait faire un truc plus grand ici. Et la mairie de Paris a dit banco, mais a dit banco pourquoi ? Parce que juste, sincèrement, à ce moment-là, ça leur enlevait une épine de pied, et que la réaction d'Anne Hidalgo était plus de dire ça ne peut pas être pire que ce qu'on a là à gérer. D'autant plus que le deal avec l'Asso Aurore, c'était de dire vous nous donnez la totalité des clés, c'est littéralement ce qui s'est passé avec les cartons entiers de clés non marqués, c'est une autre histoire. Vous nous donnez la totalité des clés, en contrepartie, nous ne vous demandons rien. Donc la mairie de Paris, ils ont fait le calcul, ils ont dit ah, très bien, non seulement ils ne vont rien nous demander, deuxièmement, on va économiser le 1 million d'euros par an parce que c'est eux qui vont gérer le gardiennage. Et au moins, il y a une convention d'occupation avec toutes les clauses qu'on connaît sur une convention d'occupation, ou si ça se passe mal, il n'y a pas moyen de mettre la personne dehors derrière. Vu qu'on est sur une occupation, dans tous les cas, qui était temporaire, avec une date d'entrée, une date de fin. Donc pour moi, c'est vraiment un élément aussi important, c'est que la donne initiale, ce n'est pas de construire une cité utopique, etc. Non, c'est une alliance d'opportunités entre une asso gestionnaire sans hébergement en quête de place, un pépin de gestion de patrimoine de la mairie de Paris, sur lequel, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, la mairie de Paris a greffé Yes We Camp là-dessus pour des questions de connaissances, en fait, ils se connaissaient par je ne sais plus quel lien. Mais le projet n'a pas été pensé en amont, c'est ça que je veux dire. C'est que ça a été fait, vécu comme ça. Donc ce contexte-là est important par rapport à ta question, puisque du coup, c'est pas imaginé en amont. C'est juste, ça naît spontanément face à des problématiques par contre pas de réel. Le centre d'hébergement d'urgence aussi. Moi, je voulais savoir, le petit luthier, et je ne sais pas combien d'artistes il y avait dans cet espace, qu'est-ce qu'ils sont devenus après, là? Parce qu'ils installent leur atelier, ils créent, ils sont bien, et hop, on les fout dehors, et ils vont où? À la rue avec leur chevalet, leur machine Ils ont continué leur vie. Ce qu'on aperçoit à la fin du film... Il n'y a pas d'aide à la fin pour les aider à retrouver des ateliers pour les artisans, il y en a quelques-uns qui ont pu rester, et ça fait partie des grosses réussites du site. Je reprends votre question, mais j'avance un tout petit peu l'histoire. 2018, Paris Batignolles, qui est l'aménageur de la mairie de Paris, rachète le site pour lancer les travaux et vendre les différents lots du futur quartier de Paris. À ce moment-là, quand Paris Batignolles achète le site, ils n'ont qu'une peur, c'est que ce machin devienne une ZAD, et qu'ils disent qu'est-ce qui se passe derrière s'ils nous bloquent sur les travaux, qu'est-ce qui se passe derrière s'ils ne partent pas, etc. Ce qu'on entreaperçoit dans le film avec une personne qui dit mais moi je veux rester, c'est un épiphénomène absolu, il a été tout seul, ça a duré 20 secondes, c'est filmé dans le film, vous voyez la réaction de tout le monde qui dit non, et on n'a plus personne, j'ai jamais entendu parler de lui, tout le monde est parti le 31 décembre. Donc c'était pas quelque chose de très généralisé? Absolument. La personne qui dit moi je vais rester... C'était un épiphénomène, et ça fait partie des choses que je critique un peu sur le film, parce que c'est l'impression qu'il y a eu un mouvement, mais c'était une personne qui a exprimé ça, et je pense en plus très mal, parce qu'il aurait pu y avoir des vraies questions derrière. Bref. Donc dès l'instant que les gens savaient dès le début que c'était sur un temps temporaire, ils sont partis. Ce que raconte pas le film, c'est que le prix au mètre carré est largement inférieur au prix parisien. On était à 250 € le mètre carré par an, ce qui pour Paris est à peu près un quart, un cinquième du prix. Donc ça a permis à beaucoup de structures de lancer leur activité et derrière d'ouvrir quelque part. Pour d'autres, de se rencontrer à plusieurs et de se dire, bah, tiens, au final, on va ouvrir une boutique demain. Il n'y aurait pas eu cette étape au milieu, ils se seraient probablement jamais rencontrés et encore moins ils auraient lancé une affaire ensemble derrière. Donc ce mouvement-là, il s'est fait assez facilement et ça faisait partie aussi de cette dynamique de site, de savoir qu'on était tous de passage
Vous allez me dire, on est tous de passage dans la vie. Oui, c'est vrai. Mais là, pour le coup, sur un temps très court, et qui dans tous les cas, il y aurait une fin. Et ça, cet élément-là, qui est hyper inconfort et très loin je pense, de notre psychisme à tous, on aime bien les trucs stables, etc. Mais le fait qu'on soit là-dedans, ça a permis de dégager une énergie nouvelle, où ça n'a pas passé 25 ans autour d'une table à se demander qu'est-ce que ça pourrait être et comment on pourrait faire pour le mieux et comment que ça allait être, etc. Et au final, on fait rien. Mais ça a été de tout de suite aller dans le faire, quitte à défaire si c'est pas bon, et de le faire autrement, et de retenter, et de jamais prendre le temps de s'arrêter en fait. Et ça, c'est l'avantage de quelque chose qui a été court dans le temps. Et derrière, chacun a repris le fil de sa vie, et on est deux à être arrivés à Bergerac. Et donc, pour venir, parce qu'on est quand même dans notre patelin, là, la traverse. On arrive à la traverse. On va laisser Ilona répondre, et promis, on traverse vers la traverse. C'est juste pour dire qu'il y a, du coup, comme disait Pierre, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées là et ont démarré des activités aussi. C'était pas forcément non plus dans leur objectif de rester là, c'était peut-être de démarrer quelque chose, puis de rejoindre un autre site ou un autre lieu. Ça, c'était pour certaines personnes. Il y a aussi, dans le temps du projet, l'activité de plateau urbain qui a changé de statut, qui est devenue une coopérative. L'activité de plateau urbain a beaucoup grandi en échelle et ils ont ouvert d'autres espaces aussi à Paris. Et il y a un peu un phénomène qui continue maintenant sur la fermeture d'autres sites où plateau urbain est impliqué, où il y a ça c'est aussi par le fait d'être dans une grande ville, mais il y a des personnes qui continuent d'exister, qui basculent sur d'autres sites qui ont été ouverts par plateau urbain, pas forcément avec les mêmes types d'acteurs ou d'associations de personnes, parfois plus pour des artistes ou plus pas forcément ouvert au public, mais ça a permis à certaines personnes aussi de continuer avec ce lien gardé avec plateau urbain. Voilà. Et je voulais aussi juste dire une petite chose sur Pierre disait oui, l'intention du projet en tant que grande boîte, on va dire, n'était pas forcément de faire une cité rêvée, mais je pense que oui, ce que tu dis Philippe, moi ça me fait penser au fait que, et ce que dit Bastien dans le début du film, il y a en effet beaucoup de personnes qui sont arrivées sur le site avec cette idée néanmoins, et du coup ça a créé le projet. Et dans l'idée des communs, il y a des personnes qui étaient sur le site, qui faisaient partie de la généalogie de l'informatique ouverte et des communs créatifs et tout ça, qui étaient aussi sur le site des grands voisins, qui ont influencé aussi cette vision du projet. Je parlais des pouvoirs publics. Il n'est pas entendu Pierre. Je parlais des pouvoirs publics. Oui, des pouvoirs publics. Justement, on va faire la transition vers la traverse, à Bergerac. Très rapidement, vous débarquez pas tout à fait ensemble à Bergerac et pas au même moment, mais en tout cas, vous avez pu essaimer tirer des leçons, je ne sais pas, de l'expérience des grands voisins, peut-être ou non, pour la traverse, et aussi des membres de la traverse dans la salle qui peuvent témoigner de leur investissement dans l'association. Est-ce que le contexte très rapide, et aussi avec les pouvoirs publics, c'est pas du tout le même qu'à Paris, il n'y a pas de centre d'hébergement d'urgence. Quelle relation vous avez eue? Comment ça s'est passé? Sans y passer une demi-heure, mais rappelez peut-être le contexte de la traverse, ce qui se passe aujourd'hui à l'ancienne manufacture des tabacs. Il n'y a pas de filiation directe, il y a une inspiration, oui c'est clair, mais encore une fois, comme tu disais, il n'y a pas de centre d'hébergement, et dans tous les cas, ce qui a été vécu aux grands voisins, ça ne se retrouvera jamais. Il y aura d'autres machins qui auront chacun leur connotation, leur couleur, etc. Là où il y a le trait de filiation, c'est comment utiliser ces espaces vacants qui coûtent à nos collectivités, donc en fait à nos impôts, beaucoup de sous, le million d'euros dont je parlais de la mairie de Paris tout à l'heure, comment faire en sorte que ces sous-là servent pour autre chose et qu'au lieu de servir à mettre des parpaings sur des murs, ce soit utilisé, que le site, que l'endroit soit utilisé pour créer de l'activité, pour créer du lien social, pour créer, et après les porteurs de projet mettent ce qu'ils veulent derrière dans l'impulsion. Donc ça, effectivement, c'est l'affiliation.
Et c'est sur cet argument-là, ça a commencé l'histoire de la traverse est née fin janvier 2020 sur Bergerac. Ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on est là-dessus. Les premières discussions avec les propriétaires fonciers qui, avant la mairie et avant la manufacture des tabacs, on a travaillé pendant plus d'1 an sur un site des papillons blancs de Bergerac. L'argument est le même que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez un site qui va être vide, ou qui est vide, combien ça vous coûte? On sait très bien que les décisions en termes de patrimoine prennent un certain temps, parce qu'il faut faire des études urbaines, parce qu'il faut les fonds, parce qu'entre-temps on découvre qu'il y a de l'amiante, parce qu'entre-temps, etc., définir le programme, ça met du temps. Et à chaque fois, c'est de se dire, ce temps-là, au lieu que vous dépensiez des sous pour faire du gardiennage, est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire un lieu? Donc cet argument, on l'a utilisé en premier avec les papillons blancs, on avait commencé à annoncer quelque chose, et puis là, l'histoire s'est écrite, s'est terminée plutôt d'ailleurs, avec eux, et au même moment où la mairie de Bergerac venait d'acheter la manufacture à l'eau, où effectivement, on allait voir avec les mêmes arguments. Et on avait fait chiffrer, c'est un devis en off, on a travaillé avec l'association Yes We Camp qu'on voit dans le film. Rien que le murage des fenêtres du rez-de-chaussée de la manufacture des tabacs de Bergerac, rien que pour foutre des parpaings sur des fenêtres, et l'utilité sociale de parpaings sur des fenêtres, rien que ça, c'est 140 000 €. Je parle du rez-de-chaussée. Donc c'est effectivement les arguments qu'on avançait à la mairie de Bergerac, de dire, ok, vous venez d'acheter ça, il y a un projet de programmation urbaine qui est en train de se définir, mais qui va mettre plusieurs années. Est-ce que d'ici là, on fait peser aux contribuables plusieurs dizaines de milliers d'euros pour garder un bâtiment vide, ou est-ce que vous épargnez ça, que l'ensemble de ces sous-là, au lieu de payer du parpaing, est-ce que vous ne pouvez pas plutôt nous aider à payer, on va dire, des choses structurelles qui, dans tous les cas, quel que soit l'usage du bâtiment demain, il y en aura besoin, l'électricité, dans tous les cas, il y en aura besoin, quel que soit l'usage demain, les évacuations des eaux, il y en aura besoin aussi, donc des dépenses qui, dans tous les cas, la mairie aurait eu, et aurait eu en plus des frais de gardiennage. Là, ok, ces dépenses-là, on les active plus vite, on les fait maintenant. Ça permet de lancer une occupation temporaire. Cette occupation temporaire vous permet, vous, de prendre le temps de définir, permet au territoire bergeracois ça rejoint la question de madame tout à l'heure, de création d'activité, de pouvoir louer de l'espace, etc. Il y a derrière un volet social qui est activé, sans hébergement, mais axé sur d'autres axes, mais qui est présent. Il me semble, en tout cas, je pense que ça va être un des enjeux pour la traverse, je l'espère, en tout cas dans les prochaines années, qui est de se dire, une fois que ces personnes-là sont installées, je continue de répondre en même temps à votre question tout à l'heure, madame, une fois que ces choses-là sont installées, ça permet aussi de tester des usages. Ça permet à des propriétaires fonciers qui, au moment où ils se demandent quelle va être la programmation de demain, d'avoir quelque chose déjà qui se passe sur le site. Je vais prendre un exemple avec les grands voisins. Le bar qu'on aperçoit est dans l'ancienne lingerie de l'hôpital. Initialement, la lingerie de l'hôpital, elle devait être détruite. Le promoteur immobilier, au dernier moment du dépôt du permis de construire, tout seul, sans personne lui demande, a dit en fait non, je garde le bar parce qu'en fait c'est tellement connu là maintenant à Paris, ce machin-là, que je ne veux surtout pas l'enlever. Et puis en fait, je vais garder aussi une dizaine de boutiques au rez-de-chaussée en laissant à ceux qui étaient installés pendant les grands voisins de rester. Et c'est là où c'est très surprenant, je vais, dans mon bâtiment neuf, au prix du mètre carré à Paris, condamner toute une partie pour faire un centre d'hébergement neuf de 75 places. À Paris, à ma connaissance, c'est sur du neuf au milieu d'un écoquartier, je n'en connais pas d'autres. Il y a des logements sociaux, je ne parle pas de logements sociaux, je parle de centre d'hébergement d'urgence. Et le promoteur immobilier, ce n'est pas un philanthrope. C'est qu'il a compris que par l'usage qu'il y a eu pendant ces 5 ans, ça faisait partie de la plus-value de son bien immobilier et qu'il avait tout intérêt, y compris sur un aspect financier et en termes d'image, d'aller là-dessus. Donc c'est quelque part comment retourner la chose, de se dire que par les usages, on va pouvoir aussi dans un second temps accompagner quelque part, mais par un usage citoyen, l'utilisation d'un espace. Pardon, je ne sais pas si j'ai été clair. Alors justement, l'opposition temporaire permanent, c'est peut-être pas une bonne question, c'est peut-être un faux problème, tu parles de fait d'usage et de faire, mais quand même, est-ce qu'on peut susciter du désir ou de l'envie quand un projet est éphémère, en disant, dans 2 ans, on s'arrête? La preuve. C'est une sorte de fausse question aussi. Oh oui, surtout qu'ils y ont déjà répondu.
qu'on peut susciter du désir et de l'envie. Je pense que l'intérêt pour le projet de la Traverse le montre. Déjà, il y a plus de 290 adhérents, presque 300. Donc, pour ça, c'est une façon de le voir. Il y a plus de 13 différentes personnes morales aussi qui sont adhérentes à la Traverse, donc de cabinets médicaux à des associations culturelles, sportives. Donc ça montre l'intérêt d'autres groupes aussi pour le projet. Je pense que c'est le travail comme disait Pierre, juste de commencer à faire. Je pense qu'il y a des personnes dans la salle qui sont vraiment au cœur de ça, juste de commencer à faire des choses. Et puis peut-être c'est pas les discours qui sont présentés au pouvoir public, mais le lieu de la manufacture a été trouvé aussi par des personnes de l'ASSO au début, parce que c'est un bâtiment qui suscitait de l'intérêt, de l'envie aussi. Je pense que c'est aussi quand j'entends des personnes arriver pour la première fois sur le site aussi, de différents bords, il y a toujours un peu un étonnement, toujours un regard, même que ce soit les couleurs des murs, la structure, l'histoire du lieu, le fait que ce soit ce grand bâtiment industriel au milieu d'un quartier, l'histoire de l'industrie du tabac dans la région. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui suscitent des envies aussi, qui peuvent être de l'ordre de projets qui vont commencer là et qui pourraient continuer avec ou sans le site, et qui pourraient inspirer justement des usages futurs, parce que je ne sais pas exactement ce qui est prévu sur la suite, mais je pense qu'il y a un grand intérêt de vraiment laisser se passer des choses et s'inspirer de ça pour ce qui peut se faire de manière pérenne, on va dire, sur le site aussi. Juste pour terminer, Aurore le dit à un moment donné dans le film, où elle dit, en disant qu'on reste 2 ans, ça permet de rassurer. Que ce soit les grands voisins, vous imaginez la valeur du bâti, propose un truc pérenne à temps, vu l'enjeu financier, c'est un peu possible. Mais à toute proportion gardée, c'est quand même exactement pour le coup la même chose sur la manufacture. Nous serions allés voir les élus en disant « Bonjour, vous venez d'acheter ce machin-là, on vous propose une activité un peu bizarre qui n'a jamais eu lieu sur Bergerac, et ça va durer ad vitam », avec toute la raison du monde, ils nous auraient simplement gentiment montré où était la porte de sortie. Ils auraient tout à fait raison. C'est un laisser-passer pour effectivement aller dans l'expérimentation, tout en sécurisant aux propriétaires fonciers la mairie, mais ça pourrait être aussi un privé, hein, y a pas de, ça ne change rien. Mais donc c'est aussi, derrière cette dimension-là d'occupation temporaire, c'est une forme de laisser-passer pour accéder à du foncier auquel on n'a pas accès. Et je réponds toujours à votre question tout à l'heure, madame, pour la suite, des espaces vacants, il y en a partout. Il y en a juste absolument partout dans toutes les villes de France. À Paris, c'était, mon voisin, estimé à 400 fois l'équivalent de la tour Montparnasse qui était vide dans Paris. Donc, de la place, il y en a. Et effectivement, par le temporaire, ça permet de se dire, alors, ce ne sera pas les 400 tours Montparnasse qui seront remplis, bien sûr que non, mais ça permet de se dire qu'il y a quand même plein d'endroits, et je pense que si ça fonctionne sur la manufacture, ça peut ouvrir d'autres possibilités, peut-être sur Bergerac, peut-être sur Périgueux, peut-être ailleurs, et de rebondir comme ça de lieu en lieu. Mais qu'est-ce que la mairie a l'intention de faire quoi après là-dedans? Et est-ce qu'ils vont garder, j'ai entendu dire qu'il y aurait des infirmières, je ne sais pas, qu'elles allaient s'installer là-bas dans des bureaux. Est-ce que ces personnes-là vont être gardées dans ce lieu ou ils vont être virés comme des artistes? Alors, l'essentiel est de surtout pas se poser cette question-là. Parce que si aujourd'hui on se pose cette question-là, et si on pose la question à la mairie, du coup ça demande un tel temps de réflexion qu'arrivé en 2032, on sera à peu près au même point. Donc il ne faut surtout pas se poser cette question-là. Et nous, on tient la position avec les élus de dire,
On a signé une convention, la Traverse a signé une convention qui s'arrête fin septembre 2026. Peut-être qu'elle sera prolongée s'il y a des retards dans les travaux, mais il y a rarement de retard dans les travaux, donc je pense pas. En tout cas, ça va jusqu'à fin septembre 2026. Ce que la mairie en fera après, posez-leur la question, juste j'ai en mémoire le communiqué de presse de la mairie là-dessus, qui était un lieu dédié à la culture scientifique, à l'emploi et à la formation. Sauf erreur, si j'ai dit une bêtise, je vous laisse me corriger dans la salle. Après, c'est long, c'est justement sur toute la programmation urbaine à faire, le chiffrage, savoir s'ils en vendent un bout, s'ils gardent la totalité, etc. etc. Il y a des débats politiques qui se font, ça fait du temps tout ça. Donc forcément, l'essentiel pour la Traverse, c'est de ne jamais poser cette question-là. Parce que si on la pose, on ne pourra pas le faire, puisque du coup, ça va poser la question, c'est dire, ah oui, mais attendez, si votre truc, ça doit être pérenne, alors avant que vous vous installiez, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, et on est en 2032. Et du coup, ça a coûté des sous, et ça va passé pendant tout le temps. Et si je comprends bien, tous les deux, vous allez aider la Traverse à avancer dans ce projet. Pierre est président fondateur, il n'est plus président maintenant de la Traverse, mais Ilona, vous pouvez répondre, vous accompagner. Oui, bénévole aussi à la Traverse. Oui. Mais j'ai pas compris la question. Vous allez tous les deux aider la Traverse à avancer dans ce projet, d'après ce que je comprends. C'est eux qui l'ont créé. Mais Oui, non, c'est pas nous qui non, l'avons mais créé. créer, c'est une chose, après, c'est Ah bah, le faire fonctionner, évidemment. c'est autre chose. On est beaucoup il y a 300 adhérents, il y a des personnes dans la salle qui sont vraiment aussi impliquées dedans. Enfin, je ne me prendrai pas du tout, je dirais pas qu'on est... on fait... je sais. On fait partie d'un... Il y a une certaine horizontalité. Peut-être un peu d'huile ici et là. En tout cas, il y a une assemblée générale le 20 juin, mardi 20 juin à 18h ou 20h. Juste peut-être je peux faire un témoignage d'un autre projet à Paris avec lequel je travaillais jusqu'à récemment, qui inspirait aussi des grands voisins, et un échange avec le cabinet d'architectes qui a fait l'étude du coup du futur site pérenne, on va dire, après l'expérimentation sur le site. Et c'était aussi intéressant d'avoir on parlait de 2 temporalités tout à l'heure, enfin, il y a plus que 2 temporalités dans des projets comme ça. Pour le cabinet d'architectes, c'était d'avoir un projet temporaire, ça mettait une respiration incroyable dans l'étude qu'ils pouvaient faire du lieu, pour voir comment les gens circulaient, pour mieux comprendre les espaces, et pour faire un projet urbain et d'urbanisme qui soit plus en respect avec la matière, avec l'environnement, qui réutilise le plus possible les choses qui sont là, et qui dans ce petit moment de respiration de qu'est-ce qu'on fait avec nos villes, en fait permet aussi de continuer à construire la ville avec les personnes, en apprenant des personnes et des usages qu'on peut en faire. Et pour moi, c'était très intéressant aussi d'avoir ce regard pour rajouter aux différentes temporalités que ces types de projets peuvent permettre. Bien, je pense qu'on va conclure, à moins qu'il y ait une dernière question avec le micro, s'il vous plaît. Oui, je voulais savoir, il y a les Jeux 2024 qui arrivent et... À Bergerac. On ne parle pas de Bergerac, mais je pense qu'on risque d'être concerné plus tard, enfin très bientôt, pardon. Paris essaye d'évacuer pas mal de son domicile fixe. Et je voulais savoir si vous saviez un petit peu quels étaient les projets de décideurs pour ces personnes qui sont en train d'orienter vers hors des grandes villes, on va dire. Ah ben, ils vont arriver à la Traverse. C'est le moment de faire un centre d'hébergement. Je suis sur Bergerac depuis 4 ans, donc là j'ai aucun élément de réponse là-dessus. Par contre, si vous voulez, on peut échanger les coordonnées, parce que demain j'y monte et je vais passer un temps le week-end avec William Dufour à titre privé perso, et donc je pourrais lui poser la question et lui pourra donner des éléments. Mais là, je préfère. J'imagine que c'est compliqué, je pense pas trop mouiller en disant ça, mais je n'ai pas le détail du tout.
Bon, ben, juste une dernière remarque de géographe. À un moment, il y a Maël qui dit dans le film Mon cœur bat pour Paris. On est au cœur de Paris. La manufacture, c'est pas dans le cœur de ville. Dans le projet cœur de ville, c'est pas le territoire cœur de ville. La mobilité est quand même pas extraordinaire dans cet espace où il y a un mur, enfin une voie ferrée, un mur et une route. J'ai cru comprendre qu'il y a eu un projet de passerelle dans un certain programme. Enfin, il y a peut-être une articulation à faire, en termes de mobilité pour ce lieu. C'est tout. Bon, merci à tous, merci à vous deux d'avoir répondu à l'appel présent dans cette chaleur. Merci à vous. Merci à vous.